auxquelles je m'efforcerai de répondre lors de la discussion des articles. Le texte qui vous est soumis renforce les instruments du pilotage du nouveau modèle énergétique dont dispose l'État, en plafonnant à son niveau actuel notre capacité de production nucléaire et en instaurant pour tout exploitant produisant plus du tiers de la production électrique nationale un plan stratégique précisant les actions qu'il s'engage à mettre en œuvre pour respecter les objectifs de diversification de la production électrique inscrits dans notre programmation pluriannuelle de l'énergie, dont vous allez maîtriser la montée en charge. Si le niveau et le rythme du plafonnement ne font pas encore consensus entre nous, son principe n'est toutefois pas mis en cause et donc je pense que nous avons là une bonne base pour discuter et pour échanger. Plusieurs articles renforcent le rôle des territoires dans la transition énergétique, reconnaissent un droit à l'expérimentation de boucles locales fédérant les producteurs et les consommateurs dans le cadre d'une production décentralisée de l'énergie, ainsi que la possibilité d'un déploiement expérimental de réseaux électriques intelligents dans une perspective de développement de l'autoconsommation ou de construction de villes ou de quartiers intelligents avec tous les savoir-faire que la France doit pouvoir développer. Ce titre prévoit également la création d'un chèque énergie traitant équitablement l'ensemble des énergies pour lutter contre la précarité énergétique. Je salue d'ailleurs les améliorations apportées par votre commission des affaires économiques à ce dispositif qui est très attendu. Enfin, le projet de loi reconnaît pleinement la spécificité et le potentiel des Outre-mer. Les difficultés résultant de la non-interconnexion nous poussent à innover et peuvent se transformer en avantages pour que les territoires ultramarins deviennent l'avant-garde de la transition énergétique et mettent le cap sur une autonomie énergétique fondée sur leurs propres sources renouvelables. Et dans ces territoires où le chômage frappe durement, jusqu'à des taux de 40%, voire 50% des jeunes, il est évident que ces nouvelles filières constituent des atouts considérables de création d'activités et d'emplois non délocalisables. Et dans cette perspective, il ne s'agit plus pour nos Outre-mer de rattraper un modèle à bout de souffle, mais au contraire d'anticiper et même de devancer, grâce à la valorisation de leurs atouts, le changement de modèle dont la croissance verte doit être le moteur dans tout le pays. J'en viens aux moyens que le gouvernement entend consacrer à ces priorités. On me dit parfois que la transition énergétique coûterait trop cher. Je crois que dans ce domaine, c'est l'inaction qui coûterait très cher. Souvenons-nous, par exemple, en ce qui concerne le dérèglement climatique, des inondations dans notre pays et même des victimes nombreuses sur les territoires de nos régions et même de ma région, Poitou-Charentes, Pays du Loir, qui ont durement frappé ce tribut au dérèglement climatique. Dans le monde entier, d'ailleurs, les acteurs économiques commencent à en prendre pleinement conscience. En septembre dernier, au sommet mondial de l'ONU à New York, j'ai été frappée de voir avec quelle énergie, si j'ose dire, des pans entiers du monde industriel et des affaires américains s'engagent désormais de tout leur poids dans l'économie verte et nous ne pouvons pas être en retard sur ce mouvement. Ils ont fait leur compte. Ils ont compris que l'inaction a et aura un coût infiniment supérieur à celui de la transition énergétique. Car le dérèglement climatique et la multiplication des événements météorologiques extrêmes menacent les infrastructures côtières, organisent des pertes considérables. Et les acteurs économiques sont de plus en plus nombreux à comprendre que la croissance verte, qui réconcilie l'économie et l'écologie, devient un gisement d'innovation technologique et de production de richesses. Le 5e rapport du GIEC explique que sur la nouvelle économie climatique, ainsi que le rapport Stern-Calderon de l'ancien président mexicain, disent la même chose. J'entends aussi parfois que les moyens ne seraient pas au rendez-vous. Eh bien si, les moyens sont là, à nous de nous en saisir. Pour les particuliers, le gouvernement a créé, et vous l'avez voté, la création d'un crédit d'impôt pour la transition énergétique, simplifié, renforcé, élargi dans la loi de finances pour 2015, qui permet de financer jusqu'à 30% du montant des travaux d'isolation.
La simplification et le déblocage de l'écoprêt à taux zéro qui pourra bénéficier à 100 000 opérations de rénovation pour cette année. Le financement de l'ANA, de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, a été complété. La mise en place, pour ceux qui ne peuvent pas faire l'avance du financement des travaux, du tiers-financement à partir du vote de cette loi et de l'expérience des régions pionnières va permettre aux particuliers d'engager leurs travaux. Pour les entreprises, la Banque publique d'investissement assumera pleinement ses responsabilités de banque de la transition énergétique, notamment avec les prêts verts aux entreprises qui ont des projets de réduction de leur consommation d'énergie. Pour les collectivités territoriales, les prêts transition énergétique et croissance verte de la Caisse des dépôts sont disponibles depuis le 1er août avec une enveloppe de 5 milliards d'euros pour des prêts à un taux de 1,75 % sans apport initial et remboursables en 40 ans. La Banque européenne d'investissement, dont j'ai pu apprécier l'efficacité comme partenaire des projets de la région Poitou-Charentes, mobilise également 1 milliard d'euros pour les travaux de rénovation énergétique dans les collèges en soutien des départements. Enfin, le Fonds de financement de la transition énergétique est aujourd'hui opérationnel. Logé à la Caisse des dépôts et consignations, il est doté d'1,5 milliard d'euros sur 3 ans, issus des certificats d'économie d'énergie, du programme des investissements d'avenir et des dividendes du secteur de l'énergie. Ce fonds financera directement dans les territoires les actions des lauréats des appels à projets et donc permettra l'engagement rapide des travaux qui doivent bénéficier à la filière bâtiment, aux entreprises et aux artisans de cette filière qui attendent avec impatience de bénéficier des marchés publics concernant les travaux sur les bâtiments publics, les bâtiments privés, les logements sociaux et les logements des particuliers. Les moyens existent donc, certains sont déjà mis en place et c'était très important qu'ils soient stabilisés au moment où votre Assemblée a débattre de cette loi. Ce projet de loi est également, je tiens à le souligner, l'aboutissement d'un dialogue renforcé avec, bien évidemment, les élus que vous êtes, mais aussi les associations, les scientifiques, les entrepreneurs, les artisans des filières de la croissance verte, les membres des organismes consultatifs, en particulier le Conseil économique, social et environnemental qui en a été saisi, le Conseil national de la transition écologique qui en a débattu. Je souhaite que vos travaux et que les propositions de vos rapporteurs, avec lesquels nous avons noué de fructueuses relations de travail au cours des dernières semaines, c'est vrai, permettent d'améliorer encore ce texte et de lui donner toute sa portée opérationnelle pour accélérer, pour approfondir cette mobilisation qui est déjà enclenchée concrètement. Au cours de ces mois de travail intense dont j'ai eu la responsabilité, j'ai veillé à prendre en compte nombre de recommandations de toutes les parties prenantes de la transition énergétique. J'ai tenu à être à l'écoute, et je continuerai à l'être au cours de vos débats, pour comprendre tous les points de vue, attentifs à ce qui permet de les rapprocher dans le respect des convictions de chacun, sans gommer, bien évidemment, artificiellement les différences d'approche, mais avec le souci de trouver des points de convergence, des équilibres positifs au service de tous les Français. Tel est l'état d'esprit qui a présidé à l'élaboration de ce texte et dans lequel j'aborde ce débat au Sénat. Je sais que cet état d'esprit est partagé par vos commissions, dont je tiens à saluer la mobilisation exceptionnelle. 127 auditions ont été conduites par votre commission des affaires économiques ou son rapporteur et qui ont indiqué leur intention de conforter le projet de loi. 55 heures de réunion y ont été consacrées par votre commission du développement durable, qui a vu dans ce texte un Grenelle 3, un projet global à aborder, je cite, avec pragmatisme et sans idéologie. J'y vois pour ma part une attitude particulièrement constructive qui place nos débats sous d'excellents auspices. Mesdames et Messieurs les sénateurs, le projet de loi que je vous propose n'accumule pas des contraintes supplémentaires. Il met à la portée de chaque acteur de la croissance verte des moyens concrets de s'impliquer. Il incarne une écologie positive qui lève des freins, libère des initiatives et des libertés d'entreprendre pour apporter dès aujourd'hui des bénéfices concrets, notamment en termes d'emploi. Ce projet de loi n'oppose pas les énergies les unes aux autres. Il organise leur complémentarité
dans la perspective d'un nouveau modèle énergétique, évolutif, plus diversifié. C'est un texte d'équilibre qui vise à permettre à la France de tirer le meilleur parti des nombreux atouts qui sont les siens. Les atouts, d'abord, que notre histoire nous a légués et qui sécurisent notre transition énergétique. Les atouts qui nous permettent de devenir une puissance environnementale de premier plan, grâce à ces énergies renouvelables très diverses dont dispose notre pays, y compris nos outre-mer. Le deuxième domaine maritime mondial, la France a le deuxième domaine maritime mondial, le premier potentiel agricole, d'où l'importance de la biomasse que vous avez d'ailleurs renforcé au cours de vos travaux, et le troisième potentiel forestier européen. Grâce ensuite à l'excellence de nos chercheurs, de nos ingénieurs, au talent et au savoir-faire de grands groupes, mais aussi de nos PME et de nos artisans. Grâce à la capacité d'initiative et à l'envie de participer des citoyens, à la motivation, à l'engagement des élus de nos territoires, au-delà des clivages politiques, comme je le constatais encore hier, je le répète, en félicitant les lauréats de ces territoires à énergie positive. Nous débattons aujourd'hui du projet de loi sur la transition énergétique. Nous débattrons bientôt du projet de loi sur la biodiversité. Ils sont l'un et l'autre complémentaires, car leurs enjeux sont intimement liés. On le sait, le dérèglement climatique aggrave l'érosion de la biodiversité, fragilise les écosystèmes qui nous rendent pourtant des services vitaux, les espèces végétales et animales n'ayant plus le temps de s'adapter. En 40 ans, 52 des espèces vertébrées ont disparu de la planète, menacent les forêts, les mers, les récifs coralliens, les terres qui nous nourrissent, l'eau sans laquelle il n'est pas de vie possible et pour laquelle déjà bien des conflits se dessinent. Mais de cela peut sortir aussi le meilleur, car une biodiversité intelligemment préservée et valorisée limite les émissions de gaz à effet de serre et de pollution, atténue la dérive climatique, protège mieux de ses conséquences. C'est vrai, entre autres, des forêts côtières, des mangroves qui ralentissent le déferlement des inondations. C'est vrai de l'apport de l'agroécologie et du génie écologique ou du retour de la nature en ville où, par exemple, l'effet des arbres protège des canicules urbaines. Mesdames et Messieurs les sénateurs, le premier sommet de la Terre, proclamé en 1972, tout être humain a deux patries, la sienne et la planète. Le projet de loi qui vous est présenté doit nous permettre de prendre efficacement soin de l'une et de l'autre, de donner aux Français l'espoir et les moyens de vivre mieux en créant les emplois qui vont avec, dans un pays qui reprend son destin énergétique en main et plus largement peut à nouveau inventer son avenir. Dans les territoires dont vous êtes les élus, vous le voyez bien, parce que vous êtes actifs et vous vous engagez. La transition énergétique est en marche. Il nous faut donc consolider, généraliser, approfondir cette dynamique. Tel est l'objectif de ce débat qui nous rassemble, avec à la clé, je le répète, la possibilité de créer des emplois. Comme le bon cognac du Poitou-Charentes qui doit passer 2 fois par l'alambic avant d'entamer la lente maturation que lui conférera son arôme définitif, la lecture, donc la deuxième après l'Assemblée nationale au Sénat de ce texte que nous entamons aujourd'hui va permettre, je l'espère, de donner à notre pays l'outil législatif mûrement réfléchi, soigneusement élaboré dont il a besoin pour réussir pleinement sa transition énergétique et faire de la croissance verte notre commune nouvelle frontière. Je vous remercie. Voilà, vous avez donc pu suivre la discussion générale sur le projet de loi sur la transition énergétique. Tout de suite, Michel Grossior reçoit Frédéric Pechnard dans Preuve par 3.